Les rendez-vous de l'information sur RDC. Jean-Louis Péguillan. Nous recevons ce soir M. Michel Bonnemaison, président des Mines du Salat. Et avec lui, on va peut-être faire le point sur l'évolution du permis exclusif de recherche des Mines de Salau et puis aussi répondre à ce que l'on a entendu sur cette antenne ou ailleurs dans d'autres médias, des vérités ou des contre-vérités. C'est vous qui allez nous le dire, parce qu'on a entendu beaucoup de choses depuis que vous étiez venu nous voir. Alors tout d'abord, Monsieur Michel Bonnemaison, bonsoir. Président des Mines du Salat, la relation avec Variscan, on la rappelle pour nos auditeurs? Oui, mais ma foi, très rapidement, on peut rappeler. Donc, le permis d'exploration a été déposé par la société Variscan Mines en France, et cette société a été rachetée par un groupe australien qui s'appelle Apollo Minerals, qui lui-même détient la société Mines du Salat. Ce qui fait que le titre minier reste enregistré au nom de Variscan Mines, mais maintenant, la société Variscan Mines appartient au même groupe qui détient Mines du Salat. Donc, par le biais des deux sociétés, c'est 100% du projet qui est maintenant géré par Apollo Minerals. Ça ne change rien au permis d'études et de recherche? Ça ne change strictement rien au permis, c'est simplement le jeu des actionnaires qui est différent. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on avait entendu, depuis votre dernier passage, beaucoup de choses, qu'on avait lu aussi beaucoup de choses, et notamment alors la fermeture de cette fameuse route. On sait que depuis Salau, il n'y a qu'une route qui mène à la mine, à l'entrée de la mine, qu'on ne peut pas y aller, à moins d'y aller en hélicoptère, est-ce que vous avez fait. Est-ce que cette route est fermée ou pas? Est-ce qu'elle a le droit d'être fermée ou pas? Et aujourd'hui, on en est où? Mais il s'est raconté beaucoup de choses sur cette route. La réalité, c'est qu'elle n'a jamais été réellement fermée. Mais la municipalité de Couplins n'a jamais fermé les routes. Elle a été fermée à 2 occasions, mais de manière illégale. Donc, par des mouvements d'opposition. Une fois, je pense, stop mine. Une autre fois, on ne savait pas trop. On a vu une chaîne en travers. Et la route a été ouverte aux 2 reprises par la gendarmerie. Il existait bien un décret en 1994 qui précisait que cette route pouvait être fermée, comme il est d'usage dans les routes de montagne pour risque d'avalanche ou tout autre danger qui peut être temporaire. Le maire a signalé, bien entendu, ce décret, mais il n'a jamais trouvé bon de faire fermer officiellement la route. Alors, donc aujourd'hui, vous pouvez accéder sur le carreau de la mine sans aucun problème? Sans aucun problème si la sécurité administratif. Sans problème administratif a priori, puisque nous n'avons jamais eu la signification de la fermeture réelle de cette route. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires à ce sujet, mais nous ne l'avons jamais réellement vu fermée à cette occasion. Alors pourquoi l'autre jour vous êtes monté en hélicoptère, ce qui a déclenché là aussi des plaintes de la part notamment du comité écologique ariégeois? Mais pour les mêmes raisons où ce décret existait, c'est-à-dire qu'en période de forte intempérie et d'accumulation de neige, c'est une route de montagne, comme le signale le RTM, où on peut avoir des coulées d'avalanche. Bon. Il était exclu de faire la visite à ce moment-là où on avait de très fortes précipitations de neige et un risque évident existait à l'emprunter. Et donc le seul moyen d'y accéder était d'utiliser un hélicoptère pour éviter d'avoir à circuler sur la route. Alors il y a eu un incident regrettable avec cet hélicoptère qui a eu le point, je dirais, de pose de l'hélicoptère était prévu sur le plat des pommiers, un petit peu avant le carreau de la mine. Bon, les conditions météorologiques ont été dangereuses et ce point de dépôt a été ramené à 300 mètres environ sur le carreau de la mine par décision du pilote qui a pris en compte la sécurité de ses passagers et de l'hélicoptère. Et il y a eu plainte déposée donc parce que vous auriez dérangé le GIPAET, c'est ça? Alors là, déranger le GIPAET vous a rien dit. Le GIPAET ne nous a rien dit. La seule chose qui pourrait justifier quand même aussi la prise de décision du pilote, c'est que le vol s'est fait, je dirais, le long d'une courbe de niveau, donc l'hélicoptère n'a pas repris d'altitude pour se déplacer, et s'est déplacé de 300 mètres, et il semblait évident, d'après les renseignements qui avaient été pris, que le GIPAET n'était pas sur le carreau de la mine. Donc 300 mètres derrière une ligne, je dirais, de délimitation d'une zone de protection, qui, contrairement à ce qui a été dit, n'est pas la zone de protection principale, mais bien un projet de zone d'extension de la zone de protection. Bon, le pilote a jugé que cela n'était
probablement pas très très dommageable pour le JPAET. On ne peut que regretter cet incident, bien sûr. Le plan de vol ne prévoyait pas une drop zone à cet endroit-là. Maintenant, on peut comprendre la réaction du pilote, je pense. Du pilote, oui, la réaction après, bon. Alors, ce qui est plus important, c'est l'amiante. L'amiante qui est au cœur du débat depuis le début. Cette amiante, y a-t-il de l'amiante? Pour certains, il y en a. Pour d'autres, il n'y en a pas. Donc, vous avez déjà effectué des mesures. La préfète s'est fendue d'un communiqué disant que pour l'instant, on n'en avait pas trouvé. Vous en êtes où dans ces recherches de l'amiante? Et est-ce que vous en avez trouvé? Est-ce qu'on en est où? Mais pour l'instant, on n'en a pas trouvé. Et il est évident qu'on a des écrits, on a des suppositions, on a des rumeurs. Bon, il était temps aujourd'hui, en 2018, de savoir exactement ce qu'il en était en faisant des mesures précises. Les premières mesures ont concerné l'air qui sortait de la mine pour vérifier s'il était chargé ou pas. On a vu qu'il n'y en avait pas. Ensuite, on est rentré dans la mine et les gens ont porté des capteurs sur eux pour pouvoir faire ces mesures dans tous les secteurs où on serait susceptible de travailler prochainement. Les appareils ont été mesurés à leur sortie de la mine. On n'en a pas trouvé la moindre trace non plus. On a également analysé les poussières qui s'étaient déposées sur les accumulateurs, sur les transformateurs électriques de la mine, qui peuvent par ailleurs poser d'autres problèmes, sachant que ces poussières se sont déposées, je dirais, de manière continue, par le côté électrostatique d'un transformateur chargé, ça attire les poussières, donc c'était un bon réceptacle. On n'a pas trouvé la moindre trace d'amiante non plus sur ces transformateurs. Bon, il est bien évident que l'on continuera à chercher, puisque partout où un poste de travail pourrait être défini, il faudra vérifier la présence ou pas d'amiante, mais pour l'instant, rien n'a été vu. Mais est-ce qu'il ne faut pas attendre l'exploitation, s'il y a exploitation, pour se rendre compte qu'effectivement, à ce moment-là, il y a de l'amiante, ou sont deux choses différentes? Ce sont deux choses différentes. Au moment de l'exploitation, on va broyer des roches. C'est-à-dire qu'on va avoir à ce moment-là une action mécanique qui pourrait libérer non pas de l'amiante naturelle, mais des poussières qui pourraient avoir un comportement assimilable. Ça se saura lorsqu'on pourra savoir où est le minerai, quel minerai on mettra dans les broyeurs et quel type d'opération industrielle sera réalisée. Ça, ce n'est pas, je dirais, diagnosticable avant plusieurs années. Alors, autre point qui a été soulevé également, et notamment par le magazine L'Ariégeois, c'est la pollution des truites du Salat. Alors, dernièrement, j'entendais le président de la chasse qui disait « Je ne sais pas si je fais le bon choix lorsque je vais pêcher des truites dans le Salat, pensant qu'elles sont en pleine forme pour mon déjeuner ou pour mon dîner. » Donc, aujourd'hui, est-ce que vous avez d'autres précisions sur cette pollution possible ou pas ? Oui, donc, disons qu'il y a une étude très sérieuse qui a été menée par la Fédération de pêche, où on voulait justement un petit peu couper court aux rumeurs, alors les terrils qui polluaient pas, enfin bon, tout le monde avait une petite idée, mais en fait personne n'avait réellement fait de mesure. Donc il y avait deux possibilités de contamination possibles, une par les métaux qui auraient été contenus, métaux ou métalloïdes, il n'y a pas que des métaux, qui auraient été contenus dans l'état de déblai, qui représente finalement l'essentiel de tout le minerai qui avait été sorti de la mine, qui est là à l'extérieur. Et puis, on voulait rechercher aussi des contaminants organiques potentiels, non plus liés aux roches, mais liés à l'activité humaine qui avait eu lieu sur place. Bon. Pour ce qui est des métaux, on a pu vérifier que s'il y avait certains métaux contenus plutôt en faible quantité dans les déblais eux-mêmes, ils n'étaient pas passés dans la chaîne alimentaire, ils n'étaient pas passés dans l'eau. On les retrouve dans les sédiments, dans les sables qui sont issus du traitement, mais ils ne sont pas rentrés dans la chaîne alimentaire, donc on n'a pas eu de contamination à ce niveau-là. Alors c'était un petit peu différent pour les PCB. Les PCB sont des produits de synthèse extrêmement stables qui remplissent les transformateurs. Ils sont éminemment toxiques et s'intègrent parfaitement à la chaîne alimentaire. Donc il fallait vérifier si, je dirais, l'élément le plus haut dans la chaîne alimentaire du ruisseau, qui avant d'être l'homme finalement, ou les animaux qui les mangent, bon, c'est quand même les truites, donc de vérifier avec les truites si oui ou non il y avait du PCB dans les truites. Et on en a trouvé. Alors, pas en quantité, je dirais, pour inquiéter, c'est-à-dire que des PCB, malheureusement, on en a répandu un petit peu partout, y compris dans les poissons de mer, etc. On en a, donc on connaît les seuils de dangerosité. Les truites du Salat ne sont pas dangereuses. Bon. Mais par contre,
Elle montre bien des petites traces de PCB, ce qui sous-entend qu'il y a eu une origine, une émission de PCB. Et la seule émission possible sont les transformateurs qui ont été observés dans la mine. Ces transformateurs sont toujours là pour l'instant, il n'y a pas eu de dépollution. Sont toujours là et il semblerait normal de les enlever au plus vite. Il n'y a aucune raison de laisser une accumulation potentielle de contamination à cet endroit. C'est ce que dit la préfète dans son communiqué, mais elle dit qu'elle va faire appel donc à BNP Paribas, c'est ça qui est l'actionnaire principal de l'ancienne SMA, puisque l'ancienne SMA n'existe plus. Il y avait deux actionnaires, un qui était le BRGM, et le BRGM, voilà, et deuxième l'autre chercher le qui BRGM. était la SM. Bon, et c'est à eux de dépolluer, ce n'est pas à vous. Alors, nous ne sommes pas responsables et nous n'avons pas introduit des transformateurs dans la mine. On cherche à y rentrer depuis maintenant un peu plus d'un an et demi. Et c'est pas simple. Non, mais bon, je dirais, nous, on a eu beaucoup d'obstructions pour aller voir ce qui se passait à l'intérieur. Bon, on cherche à faire un bilan environnemental réel et, je dirais, approfondi de tout ce qui se passe, y compris les contaminants qui auraient pu exister dans la mine. Notre rôle, c'est de les mettre en évidence et d'essayer de proposer des remédiations. Maintenant, on ne va pas nous rendre responsables en 2018 d'avoir laissé des transformateurs en 1980, ce n'était pas nous. Et puis surtout, on ne va pas nous rendre responsables de ne pas avoir communiqué leur existence, puisque c'est les gens qui les avaient installés qui savaient parfaitement qu'ils y étaient et qu'ils n'avaient pas été enlevés. Alors j'ai aussi entendu, M. Bonnemaison, ou même lu peut-être que avec toutes les difficultés que vous aviez pour justement arriver à rentrer déjà dans la mine et à faire ce que vous aviez à y faire, vous seriez tourné un petit peu du côté espagnol pour voir si vous pouviez exploiter de ce côté-là, ou est-ce que c'est des on-dit ou pas? Alors, présenté comme ça, ce serait plutôt du on-dit. La réalité, c'est que le gisement de Salo, on l'a toujours dit, est quelque chose de très grand. Et il ne faut pas confondre l'exploitation, l'endroit où on a travaillé, avec la taille du minerai dans le sous-sol, qui est beaucoup plus grand, qui représente à peu près 7 km d'allongement et qui passe la frontière. Bon. Donc, une partie des minerais présents à Salo émerge dans la zone d'Orener, de l'autre côté de la frontière. Et la société Apollo Minerals, depuis très peu, contrôle maintenant le permis du côté espagnol, ce qui fait que les deux permis qui finalement explorent le même minerai vont pouvoir se potentialiser l'un l'autre. Les données de Salo serviront à comprendre Orener et les données d'Orener serviront à comprendre Salo. Se prononcer aujourd'hui sur à quelle vitesse on avancera plus vite ou moins vite d'un côté comme de l'autre et où se situera l'exploitation si un jour elle a lieu, bon, c'est aujourd'hui extrêmement prématuré, il faut d'abord faire les études. Alors, question qui va peut-être vous paraître stupide, mais quand on creuse une galerie, est-ce qu'on tient compte de la frontière ou pas ? Est-ce qu'on est obligé d'en tenir compte ou alors on avance en fonction du minerai ? Non, on en tient compte. On en tient compte. Bien sûr, aujourd'hui, un peu moins peut-être ou d'une manière différente de ceux qui étaient autrefois lorsqu'il n'y avait pas, une économie intégrée comme on l'a en Europe aujourd'hui. Mais une frontière, ne serait-ce que pour des problèmes de redevance, puisque un minerai, c'est quelque chose qu'on quitte du sol, il y a un droit régalien dessus, que ce soit du côté espagnol, du côté français. Bon, par contre, dire qu'aujourd'hui ce serait la même exploitation qui s'étendrait sur 8 km continus avec des galeries en continu, bon, c'est extrêmement prématuré puisque de la partie espagnole, on ne connaît que du minerai à la surface, exactement comme on peut en connaître autour du pic de la Fourque. Alors on parle de tungstène, on a parlé de l'amiante, on parle du tungstène bien entendu, c'est la raison pour laquelle vous êtes là, son exploitation, et on commence maintenant à dire qu'il y aurait aussi de l'or de ce côté-là. Alors là aussi, info ou intox ? Ah non, pas d'intox du tout. L'or avait été découvert, je dirais, de manière scientifique, on va dire, jamais intégré dans l'exploitation, à la fin de l'exploitation du gisement. Il avait été observé par les minéralogistes et on l'associait, je dirais, uniquement au minerai de tungstène. C'est-à-dire qu'on se disait, en dehors du tungstène, pas d'or. Bon. On a pu faire des études là-dessus qui ont montré que l'or s'exprime indépendamment du tungstène. Donc, quelquefois, quand les structures aurifères recoupent le tungstène, on va retrouver or et tungstène. Mais l'or existe aussi en dehors de la zone de minerai à tungstène. Et ce sont en fait les grandes failles comme la faille Véronique qui portent cet or. Mais Véronique ne se minéralise que, je dirais, dans le contact du massif, alors que l'or semble se minéraliser tout au long de la fracture et à l'intérieur même du massif. Ce qui veut dire qu'il y a très probablement un gisement d'or tout à fait significatif
au niveau de la mine de Salo et au-delà en Espagne, puisque le gisement d'Orener présente également des teneurs en or importantes. Qui pourrait être exploité ? Alors, qui sera très certainement exploité. Par contre, on n'a pas aujourd'hui une bonne idée du tonnage, puisqu'à l'époque, il n'était pas analysé et pour l'instant, on n'a pas commencé les travaux. Donc, dans nos travaux, c'est bien sûr l'analyse de cet or qui va être tout à fait d'actualité. Alors aujourd'hui, et compte tenu des étapes qui vous sont imposées, on peut dire que vous en êtes où par rapport au début de l'exploitation possible ? De l'exploitation possible, je dirais, pas avant 5 ou 6 ans, très probablement, parce que au jour d'aujourd'hui, force est de constater malheureusement que nous n'avons encore, d'un point de vue économique, strictement rien fait. Nous nous intéressons au jour d'aujourd'hui au bilan environnemental et nous nous intéressons, je dirais, à toutes les mesures de précaution qu'il faudra prendre pour pouvoir démarrer les études dans la mine. Mais les études n'ont pas réellement commencé à l'intérieur du gisement. En extérieur, oui, puisque les géologues ont fait leur travail, c'est comme ça qu'on a pu déceler l'or et, je dirais, de pouvoir apprécier son importance, mais à l'intérieur, on n'a pas encore commencé. On doit encore continuer à rechercher de l'amiante ou des roches susceptibles d'en générer et non pas d'en libérer directement à l'intérieur du gisement. C'est ce qui sera fait dans les prochains mois. Les véritables travaux, je dirais, d'exploration commenceront probablement cet été. Est-ce que ce délai de 5 ans vous paraît normal ou exagéré en fonction de tout ce que vous avez connu, ou alors c'est pour vous? Non, c'est très normal. C'est très normal. Alors on peut espérer, si on a réussi à avoir des résultats très rapides, si on avance bien, de gagner peut-être une année. Essayer de rattraper un petit peu le retard que l'on a accumulé jusqu'à maintenant. Mais c'est quelque chose de normal au niveau d'une exploration minière. Lorsqu'on commence à explorer, lorsqu'on commence à exploiter, si on part de zéro, c'est pas le cas au niveau de ce gisement, il faut en général 10 ans. Là, on pouvait gagner, je dirais, la moitié du temps à peu près, du fait des connaissances accumulées par l'ancien gisement. Alors, c'est un projet qui a suscité les passions, vous le savez, en Couserans, depuis maintenant plusieurs mois. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que finalement, tout commence un petit peu à s'apaiser, que chacun, tout en restant vigilant, mais commence à faire confiance les uns par rapport aux autres? Est-ce que vous sentez un mieux ou c'est encore un peu tendu? Moi, je sens un mieux au niveau, je dirais, de la population au sens large. C'est-à-dire que, on voit bien que certaines craintes qui avaient été agitées un peu comme un épouvantail, on peut rappeler les nuages de poussière amiantifère qui allaient dévaler dans la vallée dès qu'on ouvrirait la porte, etc. On voit bien que, toutes ces allégations n'ont aucun fondement et ça, je pense, ça rassure énormément les gens. On peut aussi constater que nous essayons d'avancer de manière systématique et approfondie sur tout ce qui est environnemental pour bien comprendre ce qui s'est passé dans le passé, ce qui n'avait pas été fait jusqu'à maintenant, de façon à pouvoir anticiper au mieux ce qui se fera dans le futur. Et beaucoup de craintes, je pense, ont été écartées à ce niveau-là. Alors, il y aura toujours un noyau dur qui s'opposera systématiquement et dogmatiquement à toute activité industrielle. Il est évident que ce noyau-là ne sera jamais convaincu. Michel Bonnemaison, je vous remercie. C'était les rendez-vous de l'information. Merci d'être fidèle à cette émission que nous vous proposons régulièrement. Dans un instant, la musique revient sur RDC. Bonsoir.